Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Le gouvernement gambien déjoue une tentative de coup d'État. Selon le porte-parole du gouvernement, les forces armées ont arrêté 4 soldats liés à cette tentative. Les 4 soldats arrêtés ont été interrogés. Leurs 3 complices toujours activement recherchés. Dans ce journal, on revient sur l'essence du communiqué du gouvernement gambien. On fera également le point sur la situation en Gambie avec notre confrère basé à Banjul, Garmibay. Dans ce journal, on parlera aussi des risques liés au travail de hauteur. À Richard Toll, 2 ouvriers sont morts après la chute d'une grue. Comment les responsables de chantier arrivent-ils à gérer ces risques? Quelles sont les précautions qu'ils prennent? Nos équipes en ont rencontré une. Reportage à suivre. Et en fin d'édition, nous ferons un tour à la foire internationale de Dakar qui a démarré il y a quelques jours. Une foire aux multiples opportunités pour les jeunes à la recherche d'emploi ou de visibilité pour leurs activités. Voilà pour les titres, tout de suite le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous informer sur ITV. Je vous le disais tout de suite, en Gambie, le gouvernement annonce avoir déjoué une tentative de coup d'État. Les 4 soldats ont été arrêtés par les forces armées gambiennes. 3 autres sont activement recherchés. Les noms des présumés putschistes ont été rendus publics par le gouvernement. Retour sur ce putsch manqué avec Ndéasto Sambesen. Dans un communiqué rendu public ce mercredi après-midi, le porte-parole du gouvernement gambien annonce un coup d'État déjoué à Banjul. Ibrahima Sangaré révèle que certains soldats de l'armée gambienne sont à l'origine de la tentative qui a visé le régime du président Barrow. Le haut commandant des forces armées a montré une opération militaire mardi, opération qui a abouti à l'arrestation de 4 soldats impliqués. Selon le communiqué du gouvernement toujours, les putschistes présumés sont soumis à un interrogatoire par la police militaire et 3 autres supposés complices sont activement recherchés. Le gouvernement invite les citoyens, les résidents et les membres des corps diplomatiques et consulaires à vaquer normalement à leurs occupations. L'État assure que la situation est totalement sous contrôle et il n'y a pas lieu de paniquer. Le chargé de la communication du gouvernement affirme que tout est mis en œuvre pour faire la lumière sur cette affaire. On ignore pour l'instant si les complotistes présumés ont un quelconque lien avec Yahya Jammeh, l'ancien président qui a régné sur le pays pendant 22 ans. Élu en 2017, le président Adama Barrow est victime pour la première fois d'une tentative de coup d'État. Après un mandat de 5 ans à la tête du petit pays anglophone logé dans le Sénégal, Adama Barrow a été réélu pour un second quinquennat il y a juste un an. À présent, le point sur la situation en Gambie avec notre confrère basé à Banjul, Garmi Mbaye, qui affirme que des rumeurs d'un coup d'État couraient déjà avant que le gouvernement ne les confirme. Il est au téléphone d'Amadou Barry. C'est une tentative de coup d'État, mais ce n'est pas réussi. Le gouvernement a publié un communiqué que tout se passe normalement en Gambie. Il n'y a pas de panique. Le gouvernement a informé que la situation est sous contrôle. Il y a 4 soldats qui sont arrêtés, des 3 autres activement recherchés. Il y avait des rumeurs qu'il y a une tentative de coup d'État en cours. C'est exactement 3 jours après l'ancien président exilé en Guinée équatoriale, Yahya Jammeh, a publié une note vocale qu'il reviendra en Gambie. Maintenant, la question est s'il y a une relation avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Parlons à présent du 5e recensement général de la population et de l'habitat du Sénégal. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie prévoit de le faire entre mai et juin 2023. Et en prélude à ce recensement, le comité technique national sur le recensement s'est réuni avec ses partenaires techniques et financiers. Mohamedou Abamba Diop, directeur adjoint de l'ANSD, nous explique tout au micro de Mahmoud Pam. Chers membres du comité technique, la présente session constitue pour nous
l'occasion d'informer les responsables techniques et acteurs de la vie économique et sociale sur l'état de mise en œuvre RGPH. Nous espérons ainsi susciter l'intérêt et l'adhésion de chacun pour cette grande opération de souveraineté nationale qui relève véritablement d'une approche multipartite et nécessite l'accompagnement de tous les secteurs et chaque segment de la. Après l'étape de mise en place de l'équipe de coordination du recensement au sein de l'ANS 2021 et l'élaboration des principaux documents techniques du projet, l'année 2022 a été consacrée à une phase considérée comme l'une des plus importantes des opérations de terrain, des opérations préliminaires, je vais nommer la cartographie. Mais c'est quoi la cartographie sans idée? C'est une opération qui permet de faire le découpage du territoire national en districts de recensement, c'est-à-dire l'aire de travail d'un agent recensé. D'estimer avec plus de précision les besoins en personnel et en équipement logistique, d'avoir le nombre de concessions de ménages et d'évaluer la charge de travail de l'agent recenseur, du contrôleur, superviseur, pour une organisation efficiente du grand dénombrement de 2000. Et dans le cadre du programme spécial de désenclavement, les travaux de construction des routes du Diri et du Ferlo reliant plusieurs localités dans la région de Podor et dans la région de Podor, bien sûr, ont été lancés à Saint-Louis d'un coût global de 450 millions de francs CFA. Ce projet va s'étendre sur toutes les régions du pays. Plus de détails avec nos correspondants à Saint-Louis, Momar Alisnia et Mokhtar Sek. Dans le souci de rendre plus accessibles les zones rurales, le gouvernement du Sénégal a mis en place le PSD, Programme spécial désenclavement. Ainsi, les travaux de construction de la route Boké-Dialoubé, Karawendu, Ndiayen, Lumbelana viennent d'être lancés pour désenclaver complètement le Djeri. Par cet important acte que vous venez de poser ce matin, pour la pose de la première pierre des routes du Djeri, a décidé le président de la République, j'allais dire, de désenclaver cette partie particulièrement importante de notre pays. Je veux parler de notre Djeri. L'autre route dont les travaux sont lancés est celle qui relie Ndioum, Bombodé à Labgar, dans le département de Linguère. C'est cette route qu'a emprunté El Hadj Omar Foutiyou Tall quand il allait à Touba. Rendre visite à Mamor Anta Sali. C'est cette route qu'a emprunté aussi Mamor Anta Sali auparavant pour aller s'installer à Touba. Donc c'est une route historique, mais c'est une route pédie. Et je pense que quand vous venez ici pour lancer ces travaux, vous aussi, vous allez bénéficier de ces bénédictions. Dans le cadre du PSD, le président de la République a spécialement décidé de réaliser des actions de grande envergure dans la zone nord du Sénégal. Elle connaît encore un niveau d'enclavement assez élevé et ses populations éprouvent de réelles difficultés pour accéder aux services sociaux de base malgré les réalisations faites au cours de ces dernières années. C'est pourquoi les investissements dans ce domaine vont se poursuivre dans cette partie du pays. Ce programme, financé par l'État en partenariat avec la Grande-Bretagne à hauteur de 453 milliards de francs CFA, couvrira toutes les régions du pays pour la réalisation de 2700 km de routes en milieu rural et 150 km de voirie urbaine. L'agroécologie comme solution pour arriver à la souveraineté alimentaire, c'est l'une des recommandations sorties de l'atelier de partage des résultats d'évaluation d'initiatives organisées par Enda Pronat en présence des acteurs. L'État s'est engagé à accompagner la transition agroécologique dans tout le pays. Plus de détails avec Babacar Sek. L'agroécologie est de plus en plus présente dans les pratiques agricoles au Sénégal. C'est pourquoi les acteurs qui s'y activent
ont voulu évaluer les initiatives agroécologiques à travers un atelier de partage. Donc, au Sénégal, on a engagé effectivement depuis les années 2013. Vous savez, c'est un processus dont on doit partager les résultats des études d'un travail qui a longtemps démarré ici sur une transition en agroécologie. Et c'est un travail qui est énorme, abattu par des grands hommes. On va prendre là le témoignage du travail énorme que ENDA a pu réaliser dans ce pays à travers les régions, les zones agroécologiques comme on le sait. Et aujourd'hui, les initiatives locales portées par les acteurs en termes de mise en œuvre vont être restituées à ce grand groupe. L'accompagnement technique des acteurs dans la transition agroécologique est essentiel. Alors, le diagnostic est basé sur des indicateurs, une méthodologie qui est développée et que l'on éprouve, comme je l'ai dit tantôt, des indicateurs basés sur des aspects agronomiques, des aspects santé de l'environnement, des aspects sociaux, politiques. Donc, il y a différents indicateurs qui sont étudiés, évalués et testés et voir est-ce que ces indicateurs-là sont adaptés à des zones qui sont quand même très différentes agroécologiquement. Au-delà de l'engagement de l'État en faveur de l'agroécologie, une politique de mise à disposition des terres est mise en place. Nous avons mis ce qu'on appelle le cadre national d'investissement stratégique pour la gestion durable des terres, donc qui a comme utilité quand même de restaurer toutes les terres dégradées, les terres salées et effectivement mettre en place toute une formule d'intensification agricole. La commune de Saré-Bobo, à Koussanar et Nguelakh, dans la région de Saint-Louis, sont les principales zones d'expérimentation de la transition agroécologique. Intéressons-nous à présent à la mécanisation de l'agriculture et son lot de conséquences. À Kolda, par exemple, la récurrence des cas d'accidents impliquant des matériels agricoles inquiète agriculteurs et autorités locales. Et c'est pour limiter les risques d'accidents liés à la mécanisation de l'agriculture que les autorités ont initié un vaste programme de sensibilisation et de formation des acteurs sur l'utilisation des engins mécanique agricole. Seydou Diatta. Contrairement aux années précédentes où l'essentiel des travaux post-récolte se faisait manuellement, c'est le ronflement des batteuses d'arachide qui occupe l'atmosphère dans les champs. Mais cette forte mécanisation du secteur agricole par le gouvernement du Sénégal n'est pas sans conséquences néfastes dans le monde rural. Beaucoup d'accidents sont notés dans l'utilisation de ces engins. Le gouvernement du Sénégal, par le biais de la Direction régionale du développement rural, a donc décidé de miser sur la formation des producteurs pour limiter les dégâts. On a constaté depuis quelque temps des accidents sur l'utilisation de ces batteuses. Et on s'est rendu compte que le problème de fond, ceux qui avaient été formés, c'est les bénéficiaires. Et que les utilisateurs réels de ces batteuses n'avaient pas été formés. Raison pour laquelle on a contacté le fournisseur, le directeur général de Folan, pour vraiment pouvoir former les utilisateurs. Il y a quelques semaines, un jeune agriculteur a trouvé la mort dans la commune de Bignarabé au nord de Kolda après avoir été étranglé par une croix de la batteuse. Un drame certainement évitable si seulement le port vestimentaire et certaines mesures sécuritaires avaient été respectées. Mort d'homme qui a poussé les autorités au niveau de la terre de sensibiliser davantage les méthodes d'utilisation de ces batteuses. Ils ont mis l'accent sur des mesures sécuritaires, le port vestimentaire et aussi comment utiliser à bon escient le matériel. Ces dernières années, la région de Kolda a fortement bénéficié de matériel agricole. Cette initiative de la Direction régionale du développement rural en collaboration avec le fournisseur arrive certainement à point nommé pour sécuriser davantage les producteurs. Il y a quelques jours à Richard Toll, 2 ouvriers ont perdu la vie après la chute d'une grue. On vous le disait tout de suite, les 2 hommes étaient chargés d'installer des projecteurs au niveau du stade. Le travail en hauteur comporte énormément de risques pour les ouvriers et ce n'est pas Binta Diagne qui dira le contraire. La jeune responsable de chantier, consciente des risques liés au travail de hauteur, ne badine pas avec les mesures de sécurité pour ses équipes. Serigne Gakou Aïdara nous fait son portrait. Je suis là pour assister le chef de chantier dans le suivi et aussi le contrôle. À 22 ans, Binta Diagne est assistante chef de chantier dans ce bâtiment en construction. Des constructions qui grattent le ciel nécessitent certaines dispositions sécuritaires pour les travailleurs en hauteur.
Cette étudiante en master en génie civil y met un point d'honneur. Pour les constructions en hauteur, déjà, il y a des harnais de sécurité à la disposition de tous les ouvriers. Il y a aussi des garde-corps de sécurité qu'on place souvent au niveau des balcons et au niveau des dalles. Et au niveau des patio aussi, on s'assure des fois de mettre au minimum même 5 rangées de briques en avançant pour que les ouvriers soient un peu plus en sécurité, sans parler aussi des casques de sécurité et autres. Femmes, jeunes, célibataires, malgré cette panoplie de mesures de sécurité, la technicienne supérieure en poste depuis 7 mois se heurte parfois à la résistance des ouvriers. Le vrai problème avec ça, ce sont les ouvriers qui n'aiment pas trop respecter les mesures de sécurité parce que les harnais de sécurité et tout ça, ils trouvent ça encombrant. Mais sereine, la ressortissante du Gabon où elle a grandi aime travailler en équipe pour faire respecter les règles de sécurité, la rigueur en bandoulière. Par exemple, il y a moi et ma collègue et aussi le chef de chantier. On est là aussi pour veiller à ce qu'ils respectent les règles ici. Quand on les voit par exemple sans casque ou un peu trop proche des balcons aussi, ou bien des périphéries et tout ça, on leur dit de s'éloigner ou de porter des harnais de sécurité aussi. C'est à nous qui sommes sur place de veiller à ce qu'ils respectent tout ça. Donc, il faut une certaine rigueur pour qu'ils acceptent de porter ça. Binta termine bientôt son stage pour entrevoir en toute sécurité une carrière dans les BTP. Carrière qu'on lui souhaite plus haute que ses bâtiments. Serine Gakou Aïdara, allons à présent dans le sud du pays pour permettre aux petites et moyennes entreprises de se positionner lors de la mise en œuvre de l'Agropole Sud. Le bureau de mise à niveau compte accompagner 16 PME des régions de Ziguinchor, de Sédhiou et Kolda, ces PME qui s'activent dans la production et la transformation agroalimentaire vont bénéficier d'une enveloppe de 450 millions de francs CFA. Hassan Ba et Daouda Sambo. Ce sont 16 entreprises de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda qui vont bénéficier d'accompagnement du bureau de mise à niveau dans le cadre d'un partenariat avec l'Agropole Sud. Avec cet accompagnement, ces entreprises qui s'activent dans des activités de production et de transformation des produits agroalimentaires pourront réaliser des investissements d'équipements de production et de logistique. Également, nous allons les accompagner dans des formations, mais également dans la mise en place d'outils de gestion. Donc, on va les accompagner pour qu'elles puissent bien s'organiser. Donc, le programme, en fait, son importance, c'est que vu la conjoncture actuelle également, et vu l'importance du produire et du consommer local, donc ce sont des entreprises qui vont être accompagnées pour justement donner corps à ce concept. Et ces entreprises-là, effectivement, donc, sont là pour valoriser les produits du terroir, notamment tout ce qui est mangue, anacarde, produits fruitiers, mais également... Le gouverneur de la région de Ziguinchor liste ses attentes après la signature de cette convention. Nos attentes, c'est de voir nos entreprises bénéficier largement de cet accompagnement-là en renforçant leur capacité, en renforçant leur performance, mais en se mettant à niveau par rapport aux normes exigées par le développement. Donc l'autre attente, c'est de voir également nos entreprises faire les efforts nécessaires pour se mettre à niveau, permettre à d'autres entreprises de pouvoir continuer à bénéficier de l'accompagnement du bureau de mise à niveau. Cette signature de convention avec les PME locales entre en droite ligne avec la stratégie du projet qui doit préparer les entreprises à intégrer l'Agropole Sud. Pour mettre à niveau sur le plan technique et financier ces entreprises, pour les permettre quand même de bénéficier de l'Agropole et d'intégrer vraiment l'écosystème de l'Agropole pour leur permettre de pouvoir quand même lutter contre la pauvreté et garantir les revenus aux tranches jeunes et femmes. Je rappelle aussi que dans le cadre de ce projet Agropole, l'État a pour mission de créer un cadre, créer les conditions pour permettre au privé de pouvoir investir. Et je pense que cet investissement privé va permettre à l'État de pouvoir quand même contribuer à cette problématique d'emploi des jeunes. L'objectif, c'est d'accompagner une 50aine d'entreprises d'ici l'horizon 2024. La réunion du Comité national de coordination des activités de microfinance s'est tenue aujourd'hui. Les discussions tournées autour des défis et des mutations dans le secteur. Plusieurs acteurs ont participé à la rencontre. Bigenia Diouf également. Il s'agit notamment
de la mise en œuvre du plan d'action pour la préservation. La 26e réunion du Comité national de coordination des activités de microfinance a permis aux acteurs d'échanger sur les nouvelles orientations stratégiques liées au secteur de la microfinance. Le bilan de l'évolution du secteur a été dressé. L'évolution du secteur ces dernières années, qui a été surtout marquée par une couverture et un maillage significatif du territoire national par des SFD de plus en plus proches des cibles directes, ce qui s'est traduit en fin 2021 par un taux d'inclusion financière de 35%. La formation des bénéficiaires a aussi été évoquée. Le manque de formation de certains bénéficiaires en termes de gestion financière et comptable apparaît comme une limite dans cette dynamique, puisqu'il entraîne une répercussion négative sur la qualité du portefeuille de prêt de la plupart des institutions. La microfinance favorise l'inclusion financière, mais fait face à de nombreux défis. La microfinance constitue l'outil principal que l'État compte mettre en œuvre pour pouvoir élargir l'inclusion financière. C'est vrai, il y a encore des poches qui ne sont pas encore couvertes par le secteur de la microfinance. On est en train d'y réfléchir, trouver les voies et moyens de faire de telle sorte que la microfinance puisse inclure toutes ces catégories de population, notamment celles qui sont dans les zones rurales. Le directeur de la microfinance est revenu sur le mode de financement des bénéficiaires. Les institutions de microfinance collectent l'épargne comme les banques. Et à part de cette épargne, ils font des concours financiers aux populations. La problématique, c'est de faire de telle sorte que les institutions de microfinance puissent avoir des ressources longues, mais à moindre coût. La microfinance et l'économie sociale et solidaire participent au développement économique. Pour faciliter l'obtention de financement, une baisse des taux d'intérêt et un élargissement du programme vers d'autres zones est envisagé. Je vous le disais dans les titres, la foire internationale de Dakar a démarré ce 15 décembre. La FIDAK, une foire aux opportunités pour les jeunes, entre les jeunes commerçants qui ont réussi à avoir des stands et les étudiants qui trouvent des emplois temporaires. La foire de Dakar est un bon moyen de se faire de l'argent. Deyastou à Sambsen y a fait un tour. Voyons son reportage. Sabina, étudiante, travaille dans ce stand de chips au pavillon tertiaire. Comme elle, de nombreux jeunes sont venus chercher un emploi le temps de la foire. Vu que je suis en vacances et je fais rien, alors je me suis dit pourquoi ne pas venir tenter ma chance pour occuper mes journées. Ah, ça va, je gère, il n'y a pas trop de stress. Ça va, c'est 5 000 par jour. Dans le calme du pavillon dédié à l'Algérie, Seynabou, dans un stand de boissons, profite de son travail à la foire pour financer son commerce. J'ai commencé à travailler ici depuis 2018. Oui, 2018, c'était ma première fois. Mais je viens chaque année. Je ne prends pas ma journée tous les jours. Voilà, moi je prends l'argent, je globalise mon argent. Après, je pars acheter quelque chose pour revendre. Voilà, si ça marche, je continue. Si ça ne marche pas, je m'arrête. C'est ce que je fais d'habitude. 2 salles, 2 ambiances. Au pavillon Sénégal, une invitée surprise a causé une grande affluence. La première dame du Sénégal. Néné Barry, employée dans un stand d'électroménager, vit sa première expérience professionnelle à la foire. Oui, c'est la première fois pour moi, en tout cas, de venir travailler ici. Bon, c'est un ami qui m'a contacté pour venir travailler. Bon, j'ai trouvé que, voilà, puisque je ne faisais rien entre-temps, je peux venir travailler. Et c'est une expérience, en fait, pour moi aussi. Exposant dans le rayon de la région de Louga, Serigne Ibrahim Seck a l'habitude d'embaucher des étudiants le temps de la foire. L'année dernière, j'avais embauché 4 étudiantes pour les aider à avoir de quoi acheter leurs fournitures et pouvoir vivre. Mais cette année, je n'ai embauché que 2 étudiants parce que c'est la crise. Au-delà d'être un haut lieu de commerce, la foire internationale de Dakar est un pourvoyeur d'emplois pour certains jeunes sans activité. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet, le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes.